Bienvenue sur les cours de Jean-Philippe pas un chapitre, pour une correction d'un sujet de mathématiques, le premier sujet de mathématiques du CAPES 2022, qui commençait par un QCM portant sur les nombres, la géométrie dans le plan et dans l'espace. Première question, tout entier relatif, ça c'est le sujet. Non nul possède un inverse dans Z pour la multiplication, c'est évidemment faux. 3 n'a pas d'inverse, sinon il y aurait n appartenant à Z tel que 3n est égal à 1. N ne pourrait pas être égal à 0, parce que 0 n'est pas égal à 1. Et sinon, c'est 3 divisé 1, donc ça c'est pas possible. On pouvait dire aussi en prenant les valeurs absolues des deux côtés, puisque n est différent de 0, on aurait valeur absolue de 3n qui serait supérieure ou égale à 3, donc pas égal à 1. La deuxième, la somme de deux décimaux est un décimal, ça c'est vrai, parce qu'il existe n et p appartenant à n tel que a fois 10 puissance n, b fois 10 puissance p appartiennent à z. Si p est plus grand que n, on multiplie celle-là par 10 puissance n moins, p moins n, et on obtient que a fois 10 puissance p appartient à z. Donc la somme des deux appartient à z, des deux entiers, donc est un entier. Donc ça appartient à z, donc a plus b est un décimal. Idem si p est inférieur à n, sauf qu'on aura 10 puissance n à la place de 10 puissance p. La troisième, c'était un tiers à décimal, ça c'est faux, hein. Sinon on aurait un tiers fois 10 puissance n égale a appartenant à z, donc 3a égale 10 puissance n, qui fait 2 puissance n fois 5 puissance n. Alors si n égale 0, ça voudrait dire 3 divise 3a égale 1, donc 3 divise 1, enfin on revient à la question 1. Et si n est supérieur ou égal à 1, on a une décomposition en produit facteur premier avec 3 qui est premier, donc 3 il serait égal à 2 ou à 5, ce qui est faux. Petit 4, racine de 5 est irrationnelle, c'est pas possible, sinon on aura n sur p. Alors comme il est positif, on peut prendre n et p appartenant à n et choisir np irréductible, donc leur PGCD vaut 1, ils sont premiers entre eux. Donc n2 égale 5p2, ça veut dire que 5 divise n2, mais comme 5 est premier, ça veut dire que n, 5 divise n. Donc n est égal à 5k. Donc je remplace n par 5k, ça fait 25k2 égale 5p2, je divise par 5, 5k2 égale p2. Et donc là, comme 5 est un nombre premier qui divise p2, donc il divise p, voilà, car 5 est premier. Donc 5 divise n et p, ce qui est faux parce qu'ils sont premiers entre eux. Question 5, racine de n est toujours irrationnelle, c'est faux, racine de 4 égale 2, qui est un entier naturel, donc un nombre rationnel. Petit 6, la somme de deux irrationnels est irrationnelle, on prend racine de 5 qui était irrationnelle, on rajoute moins racine de 5 qui est irrationnelle. Ça c'est évident, moins racine de 5 qui est irrationnelle, sinon en multipliant par moins 1, racine de 5 serait rationnelle. Et donc on obtient 0, et donc 0 est un nombre rationnel. Petit 7, la somme d'un rationnel et d'un irrationnel est un irrationnel. Non, parce que si x plus y égale z, il ne peut pas être rationnel, sinon y ça va être la différence de deux rationnels. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on écrit x et z avec le même dénominateur p, x égale a sur p, z égale b sur p, et on va avoir y égale b moins a sur p qui est rationnel, donc, alors qu'on l'a supposé irrationnel. Donc c'est faux, donc x plus y est irrationnel. Question 8, 2x égale 3 à l'équation d'une droite. Eh bien, ça équivaut à dire que x égale 3,5. On prend le point A de coordonnées 3,5, 0. Là, j'ai fait un petit dessin, celui-là. Donc il vérifie bien xa égale 3,5. On prend les points qui vérifient ça, c'est les points qui ont un x égale à 3,5, y égale à n'importe quoi. Donc quand je calcule le vecteur AM, ça fait 0 et y moins 0. Ça fait donc y fois le vecteur 0, 1, c'est-à-dire le vecteur j qui est ici. Donc en fait, cette droite, c'est la droite qui passe par A et qui est parallèle à l'axe des ordonnées. Donc c'est bien une droite. Voilà. Bon, vous pouvez s'arrêter là, mais bon, je ne sais pas ce qu'on attendait au juste. Petit 9, donc on nous donnait 4 points, il fallait démontrer que AB et CD sont perpendiculaires. Donc on calcule le vecteur AB et le vecteur CD, et puis ensuite on fait le produit scalaire, donc x plus y moins 2 fois 3 plus 1 fois 6. Ça fait bien 0, donc AB est perpendiculaire à CD, parce que AB scalaire CD est égal à 0. On est dans le plan, oui,
Alors, petite 10. Oui, parce que perpendiculaire dans le plan, ça donne tout de suite perpendiculaire. Dans l'espace, ça donne orthogonal. Les deux droites orthogonales ne sont pas forcément perpendiculaires dans le sens où elles ne sont pas forcément séquentes. Petit 10, on avait des informations, un triangle rectangle en A, et puis la longueur AB égale 3, AC égale 4. Et le point D tel que vecteur AD égale 1,5 de AC plus AB, alors AD scalaire AC. Alors AD scalaire AC, ben, je remplace AD par, on me dit 1,5 de AC plus AB. Voilà, scalaire AC, je développe, hein, je distribue, donc ça fait 1,5 de AC scalaire AC, c'est-à-dire 1,5 de AC carré plus AB scalaire AC. Bon, mais comme le triangle est rectangle, le triangle ABC, hein, est rectangle en A, eh bien AB scalaire AC est égal à 0. Et donc il reste 1,5 de AC carré, et comme AC mesure 4, ça fait 1,5 de 16, ça fait 8, c'est différent de 20. Voilà, et donc ça nous dit que c'est faux. Suite de la correction, question 11. Eh bien c'est faux, je prends un cube, j'ai la droite AB qui est parallèle à la droite A'B', donc parallèle au plan A'B', C'. Pareil pour la droite AD, parce qu'elle est parallèle à la droite A'D' qui est dans le plan A'B', C'. Pourtant AD et AB sont perpendiculaires, donc pas parallèles. Question 12, 2x plus 3y plus 3 est égal à 3 à l'équation d'une droite. Ben, c'est faux, parce que c'est l'équation en fait d'un plan dans l'espace. On peut le vérifier en considérant ces trois points-là, qui vérifient l'équation 2x plus 3y égale 3, et pourtant le vecteur AB, qui a ces coordonnées-là, le vecteur AC, ne sont pas collinaires, parce que AB ne peut pas s'écrire lambda AC. La question 13, la droite delta, définie par ça, elle passe par le point A. Ben, c'est vrai, il suffit de vérifier. 1 plus 1 égale 2. 1 plus 1 égale 2. Non, 1 plus 0 égale 1 moins 1. Donc c'est vrai. Delta, ça équivaut à dire que... alors qu'est-ce qu'on a là? On me parle. Ah oui, on nous dit que cette question, c'est quoi? Comme vecteur directeur, le vecteur U de coordonnées 1, 2, 1. Mais c'est faux, parce que je pars de A qui est dans des deltas, je rajoute 1, 2, 1, j'obtiens ce point-là, et il ne vérifie pas le système delta. Et pourtant, j'ai AB, vecteur AB qui est égal à vecteur U. 2, 2, 2, ça ne vérifie même pas la première. Donc c'est faux. Et la question C, ben, je veux dire que delta, ça c'est équivalent à dire que x est égal à 1 moins 3,5 de y, je le remplace ici, et donc ça me fait ça. Puis après, ben, je calcule 3x plus 4y moins z, donc ça fait 3 moins 9,5 de y plus 4y moins z, c'est-à-dire moins 1 plus 1,5 de y, et ça fait bien 2. Donc effectivement, c'est vrai, c'est bien dans le plan d'équation 3x plus 4y moins z égale 2. Bon, en fait, ça c'est une droite, hein. Ça se voit d'ailleurs ici. Hein. C'est la droite qui passe par 1, 0, 1, comme ça on l'avait, et puis qui, là je vois apparaître le y fois moins 1,5, ici fois 0, non, fois 1, et puis ici fois moins 3,5, donc en fait c'est la droite qui passe par A, et le vecteur directeur de coordonnées moins 1,5, 1 et moins 3,5, et c'est un vecteur qui est effectivement pas collinaire au vecteur U qu'on me donnait avant. Voilà, rang 4, c'est des histoires de matrices qui ont le même rang. Bah oui, ces deux-là, elles ont le même rang, c'est le rang 1, parce que leurs colonnes sont égales ici, puis ici, elles sont collinaires. Hein, et puis elles sont non nulles, donc le rang de ces deux matrices est bien égal à 1. La 15, donc c'était vrai, hein, les matrices sont semblables, bah non. Parce qu'on calcule leur polynôme caractéristique. Donc ici, ça fait 1 moins lambda au carré moins 1, ça fait lambda 2 moins 2 lambda, lambda vecteur de lambda moins 2, c'est-à-dire qu'il y a deux valeurs propres, 0 et puis 2. Et puis pour l'autre, ça fait 1 moins lambda, 2, 1, 2 moins lambda, je développe. Ça fait en fait lambda 2 moins 3 lambda, donc ça fait lambda vecteur de lambda moins 3, ouais c'est ça. Et donc là, il y a deux valeurs propres lambda 0 et puis 3, pas 2. Hein. C'est pas les mêmes polynômes caractéristiques. Donc c'est pas semblable.
donc c'est faux. 17, elle est diagonalisable, bah oui, bah non. Ce qui est sûr, c'est que son polynôme caractéristique, c'est 1 moins lambda au carré. Donc la seule valeur propre, c'est lambda égale 1. Donc après, on s'intéresse au sous-espace propre associé à lambda égale 1. Et on va voir qu'il n'est pas de dimension 2. Parce que dire que f de u est égal à lambda u, ça équivaut à dire ça. C'est-à-dire, ça équivaut à dire que x plus y égale x et x et y est égal à y. Donc ça équivaut à dire x plus y égale x, c'est-à-dire y égale 0. Alors ça, c'est de dimension 1. Donc c'est pas diagonalisable. La 17, la matrice est diagonalisable. Bah là, ça va marcher. Hein, parce que le polynôme caractéristique, il est comme ça. Les valeurs propres distinctes en dimension 2. Donc c'est diagonalisable. Donc c'est vrai. Et là, on passe aux suites. Donc la 18, si une suite est décroissante minorée par 0, alors elle converge vers 0. Bah, non, elle converge, mais pas forcément vers 0. Hein. Si je prends un égale 1 plus 1 sur n, avec n appartenant à n étoile, c'est une suite qui est décroissante, parce que 1 sur n est décroissant. Elle est minorée par 0, bah, ça c'est évident, hein, ils sont tous supérieurs ou égaux à 0. Mais elle converge vers 1, parce que la limite de 1 sur n quand n tend vers plus l'infini, c'est 0, donc la limite de un, c'est égal à 1. Donc c'est faux. Suite du corrigé avec la question 19, u2n et u2n plus 1 convergent, les sous-suites, donc un converge. Mais c'est faux, hein, parce que u2n égale moins 1. Je tape en fait, je fais un égale moins 1 puissance n. Donc ça, moins 1 puissance n plus 1 ici, j'ai choisi. Donc ça fait u2n égale moins 1 et u2n plus 1 est égal à 1. Bon, bah ça converge vers moins 1, ça vers 1, et puis n évidemment ne converge pas. Hein. La 20, alors là on a des probabilités. Ah oui, c'est le questionnaire, avec 5 réponses au hasard, donc une chance sur 2 d'avoir faux. Donc ça, si x compte le nombre de bonnes réponses, bah elle suit, la variable aléatoire suit la loi binomiale de paramètres 1,5 et 5. Donc p de x égale 5 égale 1,5 puissance 5, qui fait bien 1 sur 32, c'est vrai. P de x égale 3 égale 3 parmi 5, 1 sur 2 à la puissance 3, 1 sur 2 à la puissance 2, 3 parmi 5, c'est pareil que 2 parmi 5, ça fait 5 fois 4 sur 2, ça fait 10 sur 32, c'est vrai. Et puis, si chaque bonne réponse rapporte un point, ça revient à compter le nombre de bonnes réponses, donc c'est l'espérance. E de x égale np, donc 5 sur 2 égale 2,5, c'est vrai. Alors là, 23, si trois nombres entiers, alors a et b divisent c. Alors AB divise c, bah, c'est faux, hein. On prend a égale 2, qui divise c égale 4, b égale 4, qui divise c égale 4, bah, a fois b égale donc 4 fois 2, 8, qui ne divise pas 4, donc c'est faux. La 24, a divise b et c, donc a divise bc. Bah oui, ça c'est donc a divise bc, donc bc multiple de a, c'est vrai. Hein. Et ça se redémontre facilement, parce que ça veut dire que b est égal à ka, et c égale na, où k et n sont des antirelatifs, et donc ça fait bc égale kna fois a, et on voit que a divise bc. La 25, on veut avoir 19x conjugué à 3 modulo 53, ça équivaut à dire 19x égale 3 plus 53k, k appartenant à z, ce qui équivaut à dire 19x moins 53k égale 3. Ben ça a des solutions parce que 19 est un nombre premier qui ne divise pas 53. Donc 19 et 53 sont premiers entre eux. Donc d'après le critère de Bézout, 19u moins 53u. Il existe, cette équation a des solutions. Et en multipliant par 3, ben je vais avoir celle-là qui va avoir des solutions. Et je vois tout de suite que 19 fois 3u est congru à 53. Non, est congrué à 3 modulo 53, et j'ai une solution qui est x égale 3u. Alors le problème 2 maintenant, alors le problème 2 c'est sur la convexité, traduire à l'aide de quantificateur que f est croissante, bah, c'est quel que soit x appartenant à i, quel que soit y appartenant à i, x inférieur ou égal y implique f de x inférieur ou égal à f de y. La petite 2, que f n'est pas croissante, ben, il existe x appartenant à i et il existe y appartenant à i, x étant inférieur ou égal à y et f de x supérieur à f de y. Petit 3,
F affine, bah, il existe A appartenant à R, il existe B appartenant à R, tel que quel que soit X appartenant à I, f de X égale à X plus B. Petit 4, que F est continu en A, quel que soit epsilon positif, il existe nu positif, tel que si X moins A en valeur absolue est inférieur ou égal à nu, on pourrait mettre inférieur strictement. Et X appartenant à et X appartient à I, alors f de X moins f de A en valeur absolue est inférieur ou égal, on pourrait mettre inférieur strictement, à epsilon. Grand 2, petit 5, écrire une inégalité caractérisant une fonction concave. Bah, concave, c'est-à-dire que moins f est convexe, donc quel que soit xy appartenant à i carré, au carré, oui, quel que soit lambda appartenant à 0,1, moins f de lambda x plus 1 moins lambda y est inférieur ou égal à lambda fois moins f, c'est-à-dire moins lambda f de x, moins 1 moins lambda f de y, et en multipliant par moins 1, je vais donc obtenir, donc le résultat, c'est quel que soit xy appartenant à i2, quel que soit lambda appartenant à l'intervalle 0,1, f de lambda x plus 1 moins lambda y supérieur ou égal à lambda f de x plus 1 moins lambda f de y. Suite du corrigé, donc on est rendu au 6a. Et montrer que z appartient à xy si et seulement si il existe lambda tel que z égale lambda x plus 1 moins lambda y. Donc dire que z appartient au segment xy, ça veut dire que z est compris entre x et y, donc que z moins x est compris entre 0 et y moins x, donc que z moins x sur y moins x est compris entre 0 et 1, puisqu'au départ y est supérieur à x. Ce qui équivaut à z moins x égale t vecteur de y moins x, où t appartient à 0. Ce qui équivaut à z moins x égale 1 moins lambda vecteur de y moins x. Et je pose dire t appartient à 0,1, ça équivaut à dire que 1 moins t appartient à 0,1. Donc je pose lambda égale à 1 moins t. T est égal à 1 moins lambda, si vous voulez. Donc il y a équivalence entre ça. Et donc ça équivaut à dire que z est égal à x plus 1 moins lambda y plus moins 1 moins lambda x, qui fait ça. Et donc ça équivaut à dire que z égale lambda x plus 1 moins lambda y, lambda appartenant à 0,1, donc c'est bon. Sans démonstration, illustrer l'inégalité de convexité par une figure. C'est un truc bien connu, ça. On prend x, y, z qui est là. Et bien en fait, je vais avoir f de x qui est là, f de y qui est là, f de z qui est là, et au-dessus, là, quand je rejoins le segment, le point d'abscisse z sur le segment, ça va être ça. Ça va être lambda f de x plus 1 moins lambda f de y. Donc ça revient à dire que le segment est au-dessus de la courbe. Alors, on peut le redémontrer. Le point M d'abscisse z, donc vérifie vecteur AM qui a pour coordonnées z moins x, y m moins f de x, collinéaire à AB, qui est comme ça, ce qui équivaut à dire que ça fois ça égale ça fois ça, c'est-à-dire que ym est égal à ça. Et ça équivaut à dire que ym est égal à ça, f de x, plus ça, f de y, mais z est égal à lambda x plus 1 moins lambda y, puisque z est sur xy. Donc je vais avoir lambda qui est égal à y moins z sur y moins x, et z moins x sur y moins x, qui est égal à 1 plus z moins y sur y moins x, je vous laisse vérifier, c'est évident, est égal à 1 moins lambda, ce qui me donne ym est égal, et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, à lambda f de x plus 1 moins lambda f de y. Dire qu'il y a convexité, ça équivaut à dire que f de lambda x plus 1 moins lambda y, autrement dit f de z, est inférieur ou égal à lambda f de x plus 1 moins lambda f de y, c'est-à-dire ym. Et donc ça veut bien dire que le segment est au-dessus de l'arc. Voilà. Alors maintenant, on passe à la 3 à 7. Je n'ai pas très bien écrit ça, là. C'est 7. C'est 7A. Ouais. 7A dans le grand 3. Dans le grand 2, pardon. Alors si f et g sont convexes, f plus g est convexe. Bon, bah, il existe, quel que soit lambda appartenant à 0,1, j'ai ça.
et ça, et donc j'additionne, ça fait f de ça plus ça, plus g de ça, bah, ça fait f plus g de ça, inférieur ou égal à lambda f de x plus lambda g de x, ça fait lambda facteur de f de x plus g de x, c'est-à-dire f plus g de x, plus 1 moins lambda, bah, c'est pareil, facteur de f de y plus g de y, c'est-à-dire f plus g de y. Et ça dit quoi? Ben, ça dit exactement que f plus g est convexe parce que c'est quel que soit lambda appartenant à 0. On continue le corriger. Donc là, on veut montrer que le composé de deux fonctions convexes est convexe. Donc f est convexe, g est convexe, et g est croissante. Donc, g est croissante, ça veut dire que g de ça est inférieur ou égal à g de ça. D'accord? Mais comme ça, c'est inférieur ou égal à ça, on obtient que ça est inférieur à ça. Donc g rond f de lambda x plus 1 moins lambda y est inférieur ou égal à lambda g rond f de x plus 1 moins lambda g rond f de y, ce qui veut, quel que soit xy et quel que soit lambda, donc ça veut dire que g rond f est convexe. Alors si on suppose concave maintenant, on va voir les inégalités dans l'autre sens, et si je suppose g croissant, eh bien g de ça va être supérieur ou égal à g de ça, et comme g de ça est supérieur ou égal à ça, j'ai ça qui est supérieur ou égal à ça, autrement dit g rond f de lambda x plus 1 moins lambda y qui est supérieur ou égal à lambda g rond f de x plus 1 moins lambda g rond f de y, ce qui veut être quel que soit xy, quel que soit lambda appartenant 0,1. Donc g rond f est concave. 8a. Valeur absolue. On va démontrer qu'elle est convexe. Bah, valeur absolue de lambda x plus 1 moins lambda y, c'est inférieur ou égal à une égalité triangulaire à ça. Et comme ça c'est valeur absolue de lambda, valeur absolue de x, mais lambda est positif, 1 moins lambda aussi est positif, donc ça fait ça. Donc j'ai ça qui est inférieur ou égal à ça. Donc ça veut dire que cette fonction-là est convexe. Alors, 8b. La fonction carrée maintenant. Donc je prends toujours ça et je m'intéresse à ça, que je développe. D'accord? Et en fait, je veux démontrer que c'est inférieur ou égal à ça. Alors, cette inégalité, elle équivaut à dire que ça est inférieur ou égal à ça. Alors, j'envoie tout à gauche et je factorise. Il y a des choses qu'on peut factoriser. Et partout, j'ai des lambda, lambda moins 1. Donc, facteur de x2. Là, par exemple, il va rester moins lambda, 1 moins lambda. Ça fait plus lambda, plus, ça fait moins lambda facteur de 1 moins lambda, ça fait plus lambda, lambda moins 1. Donc en fait, ouais c'est ça, facteur de y2. Et puis là, ça me fait, alors là par contre, ça me fait moins 2 lambda moins 1 lambda xy. Donc ça fait ça. Mais ça c'est un carré. C'est x moins y au carré. Donc ça fait lambda, lambda moins 1, x moins y au carré négatif. Ce qui équivaut à dire que lambda facteur de 1 moins lambda, x moins y au carré est supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire que je multiplie par moins 1. Ce qui est vrai parce que lambda est supérieur ou égal à 0. 1 moins lambda aussi. Et x moins y au carré aussi. Donc cette équivalence... donc comme ça c'est vrai qu'on a procédé par équivalence, ça c'est donc vrai. Alors ça dit quoi? Ça dit exactement que x au carré est convexe. 8c, alors 8c on me demande de démontrer que Ln est concave. Alors on s'intéresse d'abord à cette fonction g de t définie pour x inférieur à y et t appartenant à 0, 1. Alors sa dérivée c'est x moins y sur tx, est effacé ça, plus 1 moins ty moins ln de x moins plus ln de y. Voilà, donc g' de et g seconde de t, et ça c'est comme une constante, donc
j'utilise la formule moins U' sur U2 en fait. Hein. Donc le x moins y va être multiplié par le dérivé de ça, qui fait x moins y aussi, donc ça fait moins x moins y au carré sur tx plus 1 moins ty au carré, donc c'est négatif. Et donc ça veut dire que j'ai pris mais strictement décroissante, et c'est ce qu'on... Enfin, la monotonie, bah, c'est fait. Alors la dernière, on va démontrer ça. Alors on utilise les accroissements finis sur x, y avec la fonction ln de t. Et on obtient que ln de y, elle est dérivable, sa dérivée est continue. Ln de y moins ln de x va être donc égal à L' de ln' un petit c, facteur de y moins x, où c appartient à xy ouvert. Alors ce ln', la dérivée de ln en c, c'est 1 sur c. Et le c, il est entre x et y. Donc ce ln' de c va être entre 1 sur y et 1 sur x. Donc ça veut dire quoi? Que le ln de y moins ln de x va être compris entre 1 sur y facteur de y moins x, 1 sur y donc ça, et 1 sur x facteur de y moins x, donc c'est-à-dire ça. Or ça implique que je divise par y moins x qui est positif, 1 sur y est inférieur à ln de y moins ln de x sur y moins x inférieur à 1 sur x, et là je multiplie par moins 1 en haut et en bas, ça fait ln de x moins ln de y sur x moins y. Et j'obtiens bien ça. Exactement ce que je voulais démontrer. Du corrigé, on est à 8C3 avec G' de t égale à ça. G'0 va donc être égal à x moins y sur y moins ln de x plus ln de y. G' de 1 à x moins y sur x moins ln de x plus ln de y. Et on sait qu'on a ça. D'accord? Donc, on a ça. D'ailleurs, j'avais d'abord démontré ça. Et donc, en multipliant par y moins x qui est positif, on a ça. Et donc, si je fais passer ça de côté, je vois ln de y moins ln de x plus x moins y sur y, j'obtiens ça. Mais ça va me donner G' de 0 positif. Et, faisant passer ça ici, j'obtiens que ln de y moins ln de x plus x moins y sur x, c'est-à-dire ça, G' de 1, va être négatif. Voilà, G'0 positif, G' de 1 négatif. La question suivante, je sais que G' est décroissante, G' de 0 est négatif, G' de 0 est positif, négatif, et G' est continu sur 0,1, donc il existe un unique C, théorème des valeurs intermédiaires, appartenant à 0,1 tel que G' de C est égal à 0. D'accord? On a donc ce tableau de variation. G de t est égal à ça, donc G de 0, je remplace t par 0, ça fait ln de y, t par 0, moins ln de y, ça fait 0. Et G de 1, bah, c'est pareil, ça fait ln de x moins ln de x, ça fait 0. Ici, c'est 0. Et donc le tableau de variation montre que G de t est toujours supérieur ou égal à 0. Ce qui veut dire que G de t, c'est-à-dire ça, c'est toujours supérieur ou égal à 0, donc ça, toujours supérieur, j'envoie de l'autre côté, à ça. Ce qui veut dire, et ça c'est vrai, quel que soit lambda, quel que soit t appartenant à 0,1, et quel que soit ça. Donc ln est concave. Alors, on veut démontrer que la somme des lambda k xk appartient à i. C'est évident si n égale 1, parce que lambda 1 x1 est égal à x1 appartient à i. Pour n égale 2, on avait démontré ça, avec lambda 1 plus lambda 2 égale 1, c'est-à-dire que lambda 2 égale 1 moins lambda 1, ça fait bien ça. Supposons la propriété vraie alors n supérieur ou égal à 2.
et prenons des lambda k tels que la somme de 1 à n plus 1 des lambda k est égale à 1. Donc la somme de 1 à n des lambda k est égale à 1 moins lambda n plus 1, qui est forcément positif parce que la somme les lambda k sont tous positifs et leur somme fait 1. Donc ils sont tous inférieurs ou égaux à 1. D'accord? Donc j'ai bien ça. Si lambda n plus 1 est différent de 1, eh bien je vais diviser ça par 1 moins lambda n plus 1. D'accord? Et à ce moment-là, je vais avoir la somme de ces trucs-là. Comme la somme des lambda k sur 1 moins lambda n plus 1 est égale à 1, je plique la récurrence à l'ordre n et je peux dire que j'ai ça. Mais xn plus 1 appartient à i, donc lambda n plus 1 xn plus 1 plus 1 moins lambda n plus 1 x, alors ça je l'appelle x, appartient à i, ça c'était la récurrence à l'ordre 2, et ça me fait lambda n plus 1 xn plus 1, plus, alors le x quand je le multiplie par 1 moins lambda n plus 1, il me reste somme de 1 à n des lambda k xk qui appartient à i. Donc la somme de 1 à n plus 1 des lambda k xk appartient à i. Oui, ce que j'ai pas dit ici, enfin j'ai dit oralement, il faut bien voir que c'est car la somme des lambda k sur 1 moins lambda n plus 1 de 1 à n est égale à 1. C'est pour ça que j'ai pu appliquer la récurrence à l'ordre, enfin l'hypothèse de récurrence. Alors ça reste vrai si lambda n plus 1 est égal à 1, car alors tous les lambda k avant de 0 à n sont nuls, forcément, puisque la somme des lambda k doit faire 1. Et donc la somme de 0 à n plus 1 des lambda k xk, il va rester que le dernier, c'est-à-dire lambda n plus 1 xn plus 1, c'est-à-dire 1 xn plus 1, c'est xn plus 1 qui appartient à i. Donc la somme des lambda k xk de 1 à n plus 1 appartient toujours à i. Donc le résultat est vrai à l'ordre n plus 1, donc en appliquant le théorème de récurrence, on en déduit que c'est toujours vrai. Suite de la correction, on est toujours dans la question 9. La deuxième inégalité à démontrer, c'est celle-là, aussi par récurrence, c'est vrai à l'ordre 1, puisqu'à ce moment-là, lambda 1 vaut 1, que f de 1, x1, c'est pareil que 1 f de x1, bien sûr. C'est vrai à l'ordre 2, puisque ça, c'est égal à ça, vu que lambda 1 plus lambda 2 égale 1. Et ça, comme la fonction est convexe, on a cette inégalité. Et là, on remplace 1 moins lambda 1 par lambda 2. Supposons que ce soit vrai à l'ordre n, eh bien, on aura somme des... On procède comme tout à l'heure. Somme de 1 à n des lambda k qui est égale à 1 moins lambda n plus 1. Alors, j'ai posé lambda égale somme de 1 à n des lambda n. Donc, ça fait 1 moins lambda n plus 1. Alors je suppose là que lambda n plus 1 est différent de 1, donc ça c'est différent de 0, je peux considérer x égale somme de 1 à n et lambda k sur lambda xk. Et je vais dire que f de somme de 1 à n plus 1 de lambda k xk égale f de lambda x, puisque lambda x ça fait ça, plus lambda n plus 1 xn plus 1. Et comme lambda plus lambda n plus 1 ça fait 1 et que lambda est positif, eh bien je vais pouvoir appliquer une égalité de convexité. Je vais dire que ça fait ça. Donc la somme des lambda k sur lambda est égale à 1. Donc f de x, alors x c'est ça, donc f de x va être inférieur ou égal. Alors ça j'utilise la propriété que j'ai l'hypothèse de récurrence. Quand j'ai des coefficients positifs dont la somme est égale à 1, eh bien j'ai ça. Donc là je vais avoir f de ça qui est inférieur ou égal à la somme de lambda k sur lambda de 1 à n. Donc là j'aurais pu mettre de 1 à n. F de xk, ce qui fait que lambda f de x est inférieur ou égal à somme de 1 à n des lambda k f de xk. Donc mon f de somme de lambda k xk, qui lui, de 1 à n plus 1, qui est égal à ça, qui est donc inférieur ou égal à ça. Je remplace mon lambda f de x, je sais qu'il est inférieur ou égal à ça. Donc voilà, ça c'est inférieur ou égal à ça, plus ça. Et là j'ai quoi exactement? J'ai bien la somme de 1 à n plus 1 de lambda k f de xk, donc c'est bon. Et ça reste vrai si lambda f plus 1 égale 1,
car comme tout à l'heure, lambda 1 égale lambda 2 jusqu'à lambda n égale 0, et à ce moment-là, ça se réduit à f de 1xn plus 1 qui est égal à 1 f de xn plus 1 qui est égal à 1 somme de 1 à n plus 1 de lambda k f de xk. Donc en fait, c'est toujours vrai à l'ordre n plus 1. Donc le théorème de récurrence implique que c'est toujours vrai quel que soit n appartenant à n étoile. On passe à la question 10. Il faut démontrer que racine cubique de ABC est inférieure ou égale à A plus B plus C sur 2. Alors, eh bien, on sait que, alors d'abord, ln de racine cubique de ABC, c'est ln de ABC à la puissance 1 tiers, hein, ou encore c'est un tiers, donc c'est un tiers de ln de ABC, donc un tiers de ln de A plus un tiers de ln de B plus un tiers de ln de C. La fonction qui a x positif associée à ln de x est concave, on l'a déjà vu, et la somme des 1 tiers est égale à 1. Donc, ln de ça va être supérieur ou égal à ça. D'accord ? Donc, ça veut dire que, comme ça, là, c'était égal à ça. Ça veut dire que ln de racine cubique de ABC est inférieur ou égal à ln de ça, c'est-à-dire ln de A plus B plus C sur 3. D'accord ? Bon, bah, comme la fonction ln est croissante, je peux enlever le ln et j'obtiens ça. Ça, c'est bien du fait que car ln est une fonction croissante. La question 10b maintenant. Alors j'ai la fonction ln définie sur 1 plus l'infini qui est concave, et la fonction ln, mais cette fois-ci, enfin g, je l'appelle g, mais définie sur 0 plus l'infini qui est concave. Parce que là, je vais de 1 plus l'infini à 0 plus l'infini. D'accord ? Alors, elle est concave celle-là, et elle est croissante. Donc je sais que g rond f est concave. G rond f, évidemment, est définie sur 1 plus l'infini. Donc si je prends xy supérieur à 1, comme elle est concave, ln rond ln de ça, hein, puisque là j'ai un demi plus un demi qui vaut 1, va être supérieur ou égal à un demi de ln rond ln de x plus un demi de ln rond ln de y. Donc ça veut dire que ln de x plus y sur 2 est supérieur ou égal à un demi de ln de x plus fois ln de y. D'accord ? Et le 1 demi, je le rentre, et ça fait ln de racine de ln de x plus ln de y. Mais ln est croissant, donc je prends l'exponentielle. J'ai mis ln, j'aurais pu dire l'exponentielle. Hein. Donc ça donne que ln de x plus y sur 2 est supérieur ou égal à racine de ln de x fois ln de y. Donc, suite du corrigé, on est à 11 à 1, on a ces hypothèses-là, on va démontrer ça et ça. Comme U appartient au segment TA, il existe lambda tel que ça, U est différent de T, donc lambda est différent de 1, U est différent de A, donc lambda est différent de 0, donc lambda appartient à l'intervalle ouvert. F de U égale F de lambda T plus 1 moins lambda A, comme F est convexe, c'est inférieur ou égal à ça, donc f de u moins f de a, hein, je vous laisse faire le calcul, est inférieur ou égal à lambda f de t moins f de a, c'est évident. Puisque u est égal à ça, ça fait que lambda, alors ça fait lambda t moins a plus a. Hein. Donc u moins a va être égal à lambda facteur de t moins a. Donc lambda égale u moins a sur t moins a, et donc je remplace ici, ça fait ça. On divise par u moins a qui est positif, qui est négatif, je veux dire, et donc on change de sens, et donc ça nous fait ça. Et donc je vois que ici c'est delta A de t qui va être inférieur ou égal à delta A de u. Voilà. Et je passe à la question suivante, eh bien, puisqu'à chaque fois que j'ai A appartenant à IT et U différent de A et T inférieur à U, j'ai delta A de U qui est delta A de T qui est inférieur ou égal à delta A de U. Donc ça veut dire que delta A est croissante. 11b, il faut démontrer ça. Donc j'ai delta A qui est croissante.
Donc, je prends toutes ces hypothèses, et comme c'est vrai quel que soit, delta x en particulier croissante, et par ailleurs lambda x plus 1 moins lambda y est inférieur ou égal à y, parce que lambda, je vais passer de l'autre côté, facteur de x moins y est inférieur ou égal à 0. Oui, parce que là, il y a y qui supprime, hein, d'accord? Donc il reste lambda facteur de x moins y qui est inférieur ou égal à 0, car lambda est supérieur ou égal à 0 et que x moins y est négatif. Donc j'ai bien ça. Et puisque j'ai ça et delta x est croissant, j'en déduis que delta x de ça est inférieur ou égal à delta x de y. Donc j'écris mon delta x de ça, mon delta x de y. Alors je peux l'écrire parce que là, ça ne fait pas 0. Parce que justement, ça fait 1 moins lambda facteur de y moins x, et que le 1 moins lambda est différent de 1, donc ça ne fait pas 0, et que le y moins x, il est positif. Donc en fait, ça c'est strictement positif. D'accord? Donc ça, justement, je le remplace par ça, et comme y moins x est positif et 1 moins lambda aussi, je multiplie par 1 moins lambda y moins x, qui supprime le y moins x, il va me rester 1 moins lambda de l'autre côté. D'accord? Et ça, ensuite, je fais passer f de x de l'autre côté, je simplifie, il va y avoir un moins f de x, il va me rester lambda f de x plus 1 moins lambda f de y. Et donc j'obtiens cette inégalité qui prouve bien que f est convexe sur i. Et donc en fait, f est convexe sur i si et seulement si, quel que soit a appartenant à i, delta A est croissante. Voilà. Question 12. A inférieur à B inférieur à C. Delta A est croissante. Donc delta, comme B est inférieur à C, delta A de B est inférieur ou égal à delta A de C, ce qui me donne ça. D'accord? Delta C aussi est croissante. Et comme A est inférieur à B, delta C de A est inférieur ou égal à delta C de B. Alors ça va me faire ça est inférieur ou égal à ça. D'accord? Mais ça, je multiplie par moins 1 en haut et en bas, là, partout. Ça fait f de c moins f de a sur c moins a qui est inférieur ou égal à f de c moins f de b sur c moins b. Donc ça, c'est ça, hein, qui est inférieur à ça. Donc j'obtiens bien les deux inégalités. Alors en termes d'interprétation géométrique, f de b moins f de a sur b moins a, c'est la pente de ça. Ça, c'est la pente qui rejoint les deux points extrêmes, hein, si j'appelle grand A, grand B et grand C. Ça, donc c'était la pente de la droite AB. Ça, c'est la pente de la droite AC. Et puis ça, c'est la pente de la droite PC. Voilà, en termes d'interprétation géométrique. On continue le corrigé. Question 13 à 1, phi croissante majorée. Donc il existera. Et on considère cet ensemble qui est non vide majoré par A, donc elle met une bande supérieure. Donc on a ça, et puisque c'est une bande supérieure, quel que soit epsilon positif, il existe U appartenant à AB, tel que l'on met ça. Mais alors, comme phi est croissante, on aura, si x est entre U et B, on aura phi de x supérieur à ou égal à phi de U, puis en même temps phi de x inférieur à M, puisque c'est la bande supérieure. Donc on a ça. Et donc on voit que si x est entre u et b, phi de x moins m est inférieur à epsilon, donc la limite de phi de x quand x tend vers b moins est égale à m, égale sub de delta, c'est ce qu'on voulait démontrer. Si phi est croissante minorée sur ab, alors phi a une limite réelle à droite en a égale à inf de ça. Donc la démonstration serait identique. 13b. Je vais considérer t et u comme ça, et j'écris les inégalités qu'on a trouvées avant. Et donc, j'utilise maintenant le fait que delta B est croissante sur AB, majorée par delta B de U. Delta B est croissant, donc va être majoré, oui, par delta B de U sur AB. Et donc, limite de delta B de T quand T tend vers B- existe, puisqu'elle est majorée, est égal à M. Et je vais avoir M qui va être inférieur ou égal à delta B de U.
De la même façon, delta B est croissante sur BC, elle est minorée par M, donc sa limite à droite en B existe, égale à M', donc elle est réelle, et comme on a ça, bah, on va avoir ça. Alors maintenant, si on fait tendre T vers B moins dans 1, donc ici, on a f de b moins f de a sur b moins a qui va être inférieur ou égal à la limite de ça, c'est-à-dire à la limite de delta b de t quand t tend vers b moins, c'est-à-dire on va être inférieur ou égal à m. Et si on fait tendre u vers b plus là-dedans, donc bah, comme on a cette inégalité, la limite à gauche ici, non, la limite à droite en b va être inférieure. Ouais, c'est ça, va être inférieur ou égal à f de c moins f de b sur c moins b. Bon, donc j'obtiens que f de b moins f de a sur b moins a va être inférieur ou égal à la limite de ce truc-là, c'est-à-dire m, inférieur ou égal à la limite de ce truc-là, c'est-à-dire m', inférieur ou égal à ça. Voilà. Et comme m est égal à la limite de f de b moins f de t sur b moins t, que m est réel quand t tend vers b moins, alors ça, en multipliant par moins 1 en haut et en bas, ça fait ça, et ça nous dit que f a une dérivée à gauche en b égale à m. Et ça nous dit directement que f a une dérivée à droite en b égale à m'. Et donc, je vais avoir f, donc m, c'est f'g en b, m', c'est f'd en b, et donc j'ai ce résultat. Question 2. F a une dérivée à gauche en B, donc est continue à gauche en B. Bon, j'ai le droit de démontrer, mais il n'y avait pas besoin de le faire. Hein. Limite de f de t moins f de b sur t moins b quand t tend vers b, t inférieur à b est égal à m, donc f de t moins f de b sur t moins b est égal à m, plus epsilon de t, où epsilon est une fonction de a, b vers r, qui a la limite 0 en b, et j'obtiens donc f de t moins f de b, qui est égal à t moins b fois m plus epsilon de t fois t moins b, et comme epsilon de t tend vers 0 quand t tend vers b, t moins b aussi, t moins b tend, tout ça, ça tend vers 0. Donc la limite de f de t quand t tend vers b moins est égale à f de b, donc voilà. Donc ça veut dire qu'il y a continuité à gauche en b. De même, il y a continuité à droite en b, et donc la fonction, donc limite de f de t quand t tend vers b est égale à f de b, c'est-à-dire que f est continu en b. Mais je le rappelle, il suffisait de dire f a une dérivée à gauche en b, donc elle est continue à gauche en b. F a une dérivée à droite en b, donc elle est continue à droite en b. Et donc comme elle est continue à gauche et à droite en b, elle est continue en b. Suite du corrigé, I est un intervalle ouvert. On vient de voir que f convexe implique f continu, donc la question n'est pas très intéressante. À ce moment-là, il faut fermer sur une des bornes. Par exemple, prendre cette fonction-là qui... alors elle est convexe là-dessus, mais elle n'est pas continue. Alors il faut montrer qu'elle reste convexe pour 0, donc on prend f de lambda 0 plus 1 moins lambda t pour t positif, qui va nous faire f 1 moins lambda au carré t2. Il faut montrer que c'est inférieur ou égal à lambda f de 0, c'est-à-dire lambda plus 1 moins lambda f de t. Alors effectivement, on a bien ça parce que 1 moins lambda au carré est inférieur ou égal à 1 moins lambda, puisque lambda est entre 0 et 1, et puis lambda supérieur ou égal à 0. 14a, f convexe dérivable. Donc on a ces trois inégalités qu'on avait démontrées avant. Celle-là peut s'écrire comme ça. F dérivable en a et en b, donc la limite de ça quand t tend vers a+, bien c'est la limite à gauche en a, mais comme f est dérivable, ça va être f' de a. Et la limite de ça quand t tend vers b-, c'est la limite à droite en b, donc c'est f' de b ici, puisque f est dérivable. Donc j'obtiens que f' de a, hein, je fais tendre ici et ici, donc j'obtiens que f' de a est inférieur ou égal à f de b moins f de a sur b moins a, inférieur ou égal à f' de b. Alors maintenant, donc, si AB appartient à I et que A est inférieur à B, j'obtiens donc que f' de A est inférieur ou égal à f' de B, donc f' est croissante. 14b, on fixe B. Alors pour x inférieur à B, donc c'est x joue le rôle de A si on veut,
Je vais avoir f de b moins f de x sur b moins x qui est inférieur ou égal à f' de b. Donc je vais obtenir ça, parce que je multiplie par b moins x qui est positif. Ok. Donc je vais obtenir que f de x est donc je vais obtenir que f de x est supérieur ou égal à f de b plus f' de b facteur de x moins b. L'équation de la tangente en b, c'est justement ça, parce que f' de b est la tangente de cette tangente. Et donc je vois que ici le y du point qui est sur la courbe, je prends x, le point qui est sur la courbe, il a pour ordonnée f de x, et le point qui est sur la tangente, ici, le point P, il a pour ordonnée yp qui vaut ça. D'accord? Donc ça montre que CF est au-dessus de TB, j'ai appelé TB la tangente, quand, là j'avais pris x inférieur à b, c'est-à-dire sur cet intervalle. Ok? Alors maintenant, pour x supérieur à b, je fais la même chose, mais cette fois-ci, en prenant ça, alors je mets b ici, à la place de a, et puis à la place de b, je vais mettre x, puisque x est plus grand que b. Donc ça me fait f' de b inférieur ou égal à f de x moins f de b sur x moins b. Voilà. Qui va me donner ça. Et donc la même chose que tout à l'heure. Et donc là aussi, je vois que, je n'ai pas fait le dessin, là il faudrait mettre x ici, j'aurai p, et puis un petit peu plus haut, j'aurai p et yp, puis un peu plus haut, j'aurai m et puis f de x. J'obtiens le même résultat, m est au-dessus de p, donc c'est f au-dessus de tb. Donc en tout point, la courbe est toujours au-dessus, alors évidemment là c'est confondu, la courbe est au-dessus de la tangente. A, f' est croissante, x inférieur à y, si l'application qui a t appartenant à 0,1 donne tf de x plus 1 moins tf de y moins f de tx plus 1 moins ty. T appartenant à 0,1 donne 1 moins t, donne tx plus 1 moins ty, c'est trois fonctions qui sont dérivables, puisque c'est des fonctions affines. Et par ailleurs, tx plus 1 moins ty appartient à xy, donc qui est inclus dans i. Donc ça appartient à i, donc je peux envisager f de ça, bien sûr, et f est dérivable sur i. Donc en fait, là, j'ai une composée de fonctions dérivables. Donc en fait, phi est dérivable, phi' de t va être égal à, alors là je dérive par rapport à t, donc ça fait f de x, là je dérive par rapport à t, ça fait moins f de y, là, il faut d'abord dériver ça, qui va me faire x moins y, facteur de f' en ça. D'accord? Voilà. On applique le théorème des approximations finies sur xy, avec f qui est dérivable sur cet intervalle. Il existe c appartenant à xy, tel que f de y moins f de x est égal à f' de c, facteur de y moins x. Et comme c appartient à xy, il existe gamma appartenant à 0,1 et qu'il est vert, tel que c est égal à gamma x plus 1 moins gamma y. Voilà. Et donc, si je remplace là-dedans, ça fait phi' de t qui va être égal, alors mon f de x moins f de y, ça va être x moins y facteur de f' de c, c'est-à-dire ça, moins ça, et je mets en facteur y moins x, du coup je vais inverser f' de, puisque je prends l'opposé, facteur de ça. Comme ça, j'ai y moins x qui est positif. Alors, là, je veux comparer ça, donc je vais d'abord comparer ça. Tx plus 1 moins ty inférieur ou égal à gamma x plus 1 moins gamma y, ça équivaut à dire, je développe puis je mets les mêmes côtés, ça fait t moins gamma x est inférieur ou égal à t moins gamma y. X à gauche, les y à droite. Et comme x est inférieur ou égal à y, ça équivaut à dire que t moins gamma est positif ou nul, donc ça équivaut à dire que t est supérieur ou égal à gamma. F' est croissante et t est supérieur ou égal à gamma, donc j'ai ça. Donc comme f' est croissante, j'ai f' de ça qui est plus petit que ça. D'accord? Donc ici, ça c'est le plus petit, moins le plus grand, et ça c'est positif. Donc tout ça c'est négatif. Quand t est supérieur ou égal à gamma, c'est négatif. Donc autrement c'est positif.
Donc j'ai croissant, décroissant, en gamma ça s'annule bien sûr. Et donc voilà le tableau de variation qui va montrer que psi de t est positif ou nul quel que soit t appartenant à 0 ou 1. Et donc ça c'est positif ou nul. Et donc ça me fait immédiatement ça. Quel que soit x inférieur à y et gamma appartenant à 0 ou 1. Donc f est convexe. Question 16. F seconde existe. Bah, si f est convexe, on a vu que f' est croissant, donc f seconde est positif. Et là, on vient de voir que si f seconde... Non. Si f seconde est positif, f' est croissante, et on vient de voir que f' croissante implique f convexe. Donc on a bien l'équivalence. Alors, dans la question 17, on supposait f concave, hein, et on s'intéresse à cette fonction-là. Donc si j'écris psi de x1 y1 plus psi de x2 y2, ben, ça me fait ça. Et psi de x1 plus x2 y1 plus y2, ça me fait ça. Et f est concave. Donc f de t fois ça plus 1 moins t fois ça est supérieur ou égal à t fois ça plus 1 moins t fois ça. C'est-à-dire qu'en fait, comme coefficient, je prends les y1 sur y1 plus y2 qui est positif, y2 sur y1 plus y2 qui est positif, et la somme des deux fait 1. D'accord? Donc c'est pour ça que j'ai le droit de dire ça. Donc ça me fait quoi? Ben ça, y1 supprime y2 aussi, ça fait f de x1 plus x2 sur y1 plus y2 qui est supérieur ou égal à 1 sur y1 plus y2, facteur de ça. Je multiplie par y1 plus y2, ça va me faire qui est positif, et ça va me faire y1 plus y2 fois f de ça, c'est-à-dire psi de x1 plus x2, y1 plus y2, qui va être supérieur ou égal à ça, au crochet. Et le crochet, c'est exactement psi de x1, y1 plus psi de x2, y2. Donc ça veut dire que psi, que ça, c'est plus petit que ça, c'est-à-dire que l'on a bien ce résultat qu'on voulait démontrer. Fin du corrigé, question 17, on a donc démontré ça, on veut démontrer ça par récurrence sur n, dans le cas n égale 1, phi de x1, y1 est égal à phi de x1, y1, donc c'est vrai. Le cas n égale 2 a déjà été démontré dans la question précédente, supposons que ce soit vrai à l'ordre n, j'ai donc ça, et donc si je rajoute un terme, je vais avoir ça, en appelant ça x et ça y. Or ça, c'est inférieur ou égal à psi de x plus xn plus 1, y plus yn plus 1. Et donc ça me fait que somme de 1 à n plus 1 de psi de xk, yk est inférieur ou égal à psi de 1 à n plus 1 de xk, somme des 1 à n plus 1 de yk, donc c'est vrai à l'ordre n plus 1, donc par récurrence c'est toujours vrai. Le 18, donc on a ça, et on considère cette fonction qui est dérivable pour t supérieur à 0. f' de t c'est 1 sur p, t à la puissance 1 sur p moins 1, c'est-à-dire t à la puissance moins 1 sur pi, qui est dérivable aussi parce que t est positif, et sa dérivée c'est moins 1 sur q fois 1 sur p, c'est-à-dire ça, multiplié par t à la puissance moins 1 sur q moins 1, donc c'est négatif, donc f est concave. Alors, j'utilise donc ça maintenant, et dans le cas particulier de f, ici, ça va me faire xy à la puissance 1 sur p. Donc ça, c'est y à la puissance 1 sur p que je remonte, donc y à la puissance 1 moins 1 sur p multiplié par x à la puissance 1 sur p. 1 moins 1 sur p, ça fait 1 sur q. Donc x puissance 1 sur p, y puissance 1 sur q. J'écris ça. Et donc ça va me faire somme de xk à la puissance 1 sur p, yk à la puissance 1 sur q, qui est inférieur ou égal à somme des xk à la puissance 1 sur p, somme des yk fois somme des yk à la puissance 1 sur q. Je choisis xk égale ak à la puissance p qui est positif, yk qui est égal à bk à la puissance q qui est strictement positif. Comme ça j'aurai ak à la puissance p à la puissance 1 sur p. Donc ça fera AK, et ici ça fera BK. Donc somme des AK, BK de 1 à n est inférieure ou égale, et là je vais avoir somme des AK à la puissance P, le tout à la puissance 1 sur P, multiplié par somme des BK à la puissance Q, le tout à la puissance 1 sur Q. Et j'obtiens bien
l'inégalité de Hölder et on a terminé le corrigé.